Alors effectivement, cette idée des parlementaires allemands, elle est très simple pour protéger le ciel ukrainien. Quoi de mieux que les systèmes de l'OTAN? Ils sont très nombreux à formuler cette proposition. D'abord au sein de la majorité, comme par exemple le député Markus Haber. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au sein même de l'opposition, eh bien, on partage la même conviction que la défense de l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine, eh bien, depuis la Pologne et la Roumanie ne devrait pas être exclue à long terme. L'idée, selon les parlementaires allemands, c'est tout simplement d'alléger le fardeau de la défense aérienne ukrainienne et lui permettre de protéger le front. Un avis qui est partagé par de très nombreux experts et de militaires allemands. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut tout simplement déplacer les systèmes de l'OTAN le plus près possible de la frontière. Alors c'est très difficile d'avoir des données récentes et fiables des installations de l'OTAN sur le flanc Est. Mais d'après les dernières informations disponibles, eh bien, l'OTAN aurait positionné 2 batteries patriotes américaines et 3 batteries patriotes allemandes en Pologne, 2 batteries patriotes allemandes, une néerlandaise et une américaine en Slovaquie. Puis on sait qu'également la France a une batterie Stampte Mamba installée en Roumanie. On ne connaît pas leur emplacement exact, mais l'idée ce serait donc de les rapprocher le plus près possible de la frontière ukrainienne pour intercepter les missiles russes qui voleraient dans cette zone. Pour le Mamba français, par exemple, on suppose, on ne le sait pas, mais qu'il est installé dans la base militaire de Sincu, qui est au centre du pays, et qui se trouve à 200 km de la frontière ukrainienne. Or, sa portée est de seulement 100 km. C'est pareil pour les Patriotes, dont la portée est d'environ 160 km, qui a priori sont plutôt positionnés à l'intérieur de la Pologne ou de la Slovaquie. Et ce déplacement de matériel, il serait très précieux aux Ukrainiens qui, depuis plusieurs mois maintenant, ont de vraies difficultés à défendre leur ciel. Selon un décompte du Wall Street Journal, l'Ukraine a intercepté environ 46% des missiles russes au cours des 6 derniers mois. C'était 73% au cours des 6 mois précédents. Alors évidemment, la majorité de ces frappes, elles se trouvent plutôt à proximité du front. Vous le voyez, c'est tous ces points rouges et noirs sur la carte. Mais on le voit également qu'à l'ouest, l'Ukraine a également été visée par des tirs de missiles et de drones. Ce sont donc ces systèmes qui pourraient permettre aux Ukrainiens tout simplement de protéger cette zone et surtout de déplacer le matériel qu'ils ont positionné sur le flanc ouest directement sur le flanc est. Cette idée, évidemment, elle n'est pas nouvelle. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Il y a notamment en mars dernier le vice-ministre polonais des Affaires étrangères qui avait évoqué cette idée, qui avait été reprise à l'époque déjà par les parlementaires allemands. À l'époque, le gouvernement avait répondu niet. Et aujourd'hui, même chose, puisque selon le porte-parole du gouvernement allemand, nous l'avons rejeté à l'époque. Et je pense que cela s'applique également aux différentes demandes qui sont faites aujourd'hui. Merci beaucoup, Nivine. Alors, il y a plein de questions qui se posent, évidemment, là. Donc, le gouvernement allemand dit non. Est-ce que ça bloque forcément la décision? On a bien vu que tout passait par le Bundestag en Allemagne, on peut l'évoquer. L'autre question, c'est donc est-ce que ce serait faisable, est-ce que ce serait malin et est-ce que ça servirait à quelque chose? Oui. Je vois que vous voulez réagir. Alors, je voudrais faire un commentaire politique, je laisserai aux experts militaires le commentaire sur le bien fondé de la proposition d'un point de vue technique de défense. Mais ce qui me paraît intéressant d'abord, c'est le fait que ça provienne non seulement des partis de la coalition, mais aussi des partis d'opposition. Donc là, c'est quelque chose quand même difficilement imaginable dans un pays comme le nôtre, par exemple. Voilà, donc on retrouve le consensus allemand que nous connaissons bien. Deuxièmement, c'est la solution de l'OTAN, et ça aussi, ça confirme très largement les choix prioritaires de l'Allemagne. Et troisièmement, c'est la possibilité de saisir l'opportunité d'une nouvelle relation entre l'Allemagne et la Pologne. Et ça, c'est le changement de gouvernement au mois d'octobre et le retour des libéraux avec cette grande offensive maintenant des Allemands pour essayer, et des Français d'ailleurs aussi, pour essayer de retrouver de bonnes relations avec Varsovie. Alors, d'un point de vue militaire, général, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça serait, donc l'idée n'est pas évidemment de sécuriser tout le ciel ukrainien, on a bien vu que ce n'était pas possible. En revanche, si déjà une centaine de kilomètres le long de la frontière avec l'OTAN étaient sécurisés,
parce qu'on suppose qu'ils ont dû mettre des batteries de défense antiaérienne aussi à ces endroits-là. Moi, je pense à Lviv, par exemple, qui est le nœud par lequel passe pas mal de ravitaillement. Ça leur permettrait d'optimiser quand même le peu de choses qu'ils ont. La première chose, c'est que je pense que le président Macron doit être content. Oui. Parce que finalement, cette idée-là s'inscrit dans les réflexions qu'il semble inciter à avoir. C'est-à-dire penser autrement le soutien à l'Ukraine. Et que ça vienne des Allemands aussi, c'est intéressant. Et ça vient des Allemands. Ouais. Donc, je pense que ça doit lui faire plaisir. Alors, pour répondre à votre question, l'idée des no-fly zones est effectivement intéressante. C'est faisable, avec quand même des limites. On a vu la limite de portée. Il y a peut-être des secteurs, il n'y a pas peut-être la totalité de la bande des 100 km à truc, mais certains secteurs, à moins de 100 km de la frontière, et ça marche bien tant qu'on tire sur des missiles. Alors, heureusement, pour l'Ukraine, les avions russes ne viennent pas dans ce secteur. Parce que si jamais un missile venant d'une batterie située dans les pays d'OTAN touchait un avion russe, même s'il n'a rien à faire dans cet endroit-là, ça serait beaucoup plus compliqué. Ouais, là, comme on subodore qu'il ne lance que des missiles, ou éventuellement des drones, là, c'est plus, si je veux dire, on peut mieux défendre la position juridique d'une protection à accorder. Donc ça a un sens. Ça a un sens aussi pour protéger tous les approvisionnements qui transitent, qui sont dans un goulet au départ, parce qu'il n'y a pas tellement de zones de franchissement pour rentrer en Ukraine, et éviter que cette zone, les voies ferrées, les axes routiers, au moins au départ, soient touchés avant d'atteindre des nœuds routiers qui permettent d'avoir différents convois logistiques sur les appros qui sont en train de monter en Ukraine. Je vais quand même poser une question, ça paraît tellement simple, pas très compliqué à mettre en place manifestement. Pourquoi ça n'a pas été mis en place depuis 2 ans déjà, cette affaire-là ? Parce que je pense que une partie des pays membres de l'OTAN se posent la question de savoir quelle serait la réaction des Russes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous tirez d'un des pays limitrophes, est-ce que ça veut dire que les Russes considèrent que l'OTAN est entrée en guerre contre la Russie ou pas ? J'imagine que c'était ça la question de départ qui interdisait justement. On sait que les lignes rouges, elles ont bougé. Donc on pourrait se permettre maintenant des choses qu'on ne se serait pas permis. Exactement. En fait. Enfin, même si on voit que les Allemands au niveau gouvernemental sont pas chauds, mais c'est exactement ce que vous dites. Les lignes rouges ont cessé d'être rouges depuis un bon moment sur un certain nombre de questions. Mais je pense qu'en effet, le général a tout à fait raison. Cette idée, elle servirait surtout à une chose qui est absolument capitale, qui est l'approvisionnement en armes. En armes occidentales pour l'Ukraine, parce que les Russes ont dit et répété qu'évidemment ce serait un de leurs objectifs majeurs. D'ailleurs, ils attaquent de plus en plus de rails, on exactement. A vu, les voies ferrées notamment. Donc, et notamment parce que c'est une vraie menace pour eux, l'histoire des 61 milliards de dollars qui ont été votés par les Américains. Donc ça veut dire qu'il y a une arrivée massive d'armes et que là, effectivement, ça les protégerait au moins à cet endroit qui est très sensible, qui est très difficile, qui est le passage de la frontière, pour après effectivement pouvoir, j'allais dire s'égayer, c'est pas le terme, mais pouvoir se disperser sur le territoire ukrainien. Alors qu'au moment de passer les frontières, effectivement, il n'y a pas beaucoup de points de passage et elles sont très vulnérables. Sachant que Stoltenberg, Renaud, j'ai repris une de ses déclarations après le sommet de l'OTAN, 19 avril, donc c'était il y a si longtemps, le secrétaire général de l'OTAN qui dit « On a vérifié les capacités existantes au sein de l'Alliance, il y a des systèmes qui peuvent être rendus disponibles pour l'Ukraine, je m'attends bientôt à de nouvelles annonces sur les systèmes de défense antiaérienne. » Alors on a mis la pression notamment sur les Espagnols et les Grecs en disant vous avez des patriotes, donnez-les aux Ukrainiens. Depuis nos news, Enfin, je veux dire, ça n'avance pas du tout cette affaire-là. Personne n'a envie de céder ses patriotes. Les Grecs sûrement pas, parce que les Grecs ils ont quand même un ennemi la Turquie pas peut se réveiller à tout moment, qui sont les Turcs. Bien sûr. Donc les Grecs vont certainement pas se débarrasser de leurs patriotes. Les Espagnols sont plus tranquilles. Mais effectivement, beaucoup de pays de l'OTAN ont peur de l'escalade, mais comme le disait très bien le général, c'est un autre moyen de penser le soutien à l'Ukraine. Ce qui est à peu près certain maintenant, ce qu'on voit de manière assez claire chez les Occidentaux, c'est le refus d'une défaite ukrainienne
en race campagne. Ça, il y a un refus. Absolument. Et c'est d'ailleurs comme ça que le speaker de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui avait été alerté par les généraux américains en disant « Attention, l'effritement ukrainien, s'il continue, peut provoquer un effondrement ukrainien. » Et c'est là que Mike Johnson a pris la liberté d'appeler Trump et de lui expliquer, écoutez, maintenant il faut y aller. Après, et qu'il a fait, il a donc décidé de débloquer ces 61 milliards. Et j'imagine, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine que c'est à peu près la même chose qui est arrivée au président Macron quand il a proposer des hommes, je dirais des soldats plutôt dans l'intendance qui iraient en Ukraine, c'est pas du tout parce que le président Macron a envie de l'escalade. Au contraire, il a montré qu'il a tout fait, en tout cas, pour avoir la paix entre ces deux frères slaves et orthodoxes que sont l'Ukraine et la Russie. Mais c'était une forme de soutien, c'est-à-dire innover dans le soutien à l'Ukraine. C'est-à-dire, je ne pense pas que les Occidentaux, aujourd'hui, soient dans un schéma de guerre à outrance, de récupération de la Crimée à tout prix, des centaines de jours. Je ne pense pas du tout. Ils veulent éviter une défaite de l'Ukraine en race campagne et ils attendent des négociations.